Bien, merci beaucoup. Mais, avant de commencer, je tenais à remercier toute l'équipe d'organisation de cette journée et la préparation de cette journée. Donc, merci à eux pour nous permettre de présenter ces travaux très pluridisciplinaires, ces travaux très pluridisciplinaires. Et donc, je suis Quentin Muller, je suis post-doctorant à l'Université d'Osaka. Et je vais vous parler d'un projet phare que beaucoup d'entre nous travaillent actuellement dans le laboratoire Matsuzaki, qui est donc la création d'une viande artificielle comestible par bioimpression. Et avant tout, déjà, le principe de base très simplifié d'une viande artificielle. Ça commence déjà par récupérer les cellules à partir d'un animal, de sélectionner nos cellules d'intérêt. Donc, principalement, ce qui compose la viande, c'est du muscle. Donc, on va sélectionner des cellules qui permettent de faire du muscle, de les maintenir en culture pour les amplifier, pour en avoir le maximum possible, pour après les réassembler dans une forme voulue, donc, que ce soit un muscle en tant que tel, ou alors un morceau de hamburger. Et donc voici, grosso modo, le principe de reconstruire une viande artificielle. Mais alors, pourquoi reconstruire une telle viande? Vous n'êtes pas sans savoir que l'industrie agroalimentaire ou la création de... Donc, vous n'êtes pas sans savoir que l'industrie agroalimentaire est très, très polluante. C'est responsable d'à peu près un quart de plus d'un quart de l'émission de CO2 d'un point de vue mondial et de plus de la moitié de la consommation d'eau aux États-Unis. Et donc, créer une viande artificielle, ça permettrait de déjà réduire cet impact sur le réchauffement climatique, mais également, ça dégagerait des terres cultivables qui seraient, au lieu d'être dédiées qu'à la création qu'à l'élevage animal, d'être dédiées à d'autres systèmes d'agriculture. Et c'est principalement visible, comme vous le voyez ici, pour tout ce qui est la viande bovine. Et donc, les avantages d'une viande artificielle, c'est tout simplement, humblement, nourrir la planète, et également un impact pour l'environnement, comme je vous l'ai présenté ici, également un impact pour le bien-être animal, et enfin un avantage indirect pour la santé avec l'utilisation d'alimentation beaucoup plus contrôlée. Donc, cette preuve de concept de viande artificielle a été faite par le professeur Mark Post, qui a été le premier à montrer qu'on pouvait créer un hamburger à partir de cellules cultivées. Et donc, c'était la preuve de concept, donc c'était le tout début. Cet hamburger pesait pas très lourd et a coûté très très cher, à peu près 2,3 millions de dollars le kilo. Et en 10 ans, l'accroissement des technologies, le recul que l'on a maintenant, eh bien, la théorie, ce serait de pouvoir littéralement construire des tonnes de ce matériel-là pour un coût qui avoisine un steak de très bonne qualité actuellement, donc à peu près 63 dollars le kilo. Cependant, pour arriver à ce genre d'objectif, même maintenant, il y a encore beaucoup de problèmes techniques. Que ce soit en termes de qualité de milieu cellulaire pour faire pousser les cellules, ou alors l'environnement des cellules pour les faire pousser, ce qu'on appelle des bioréacteurs, et également la masse de travail générée pour pouvoir reconstruire tout ça. Plus que les problèmes techniques, il y a également un autre challenge qui se profile, c'est le challenge social. Vous voyez ici cette représentation schématique de ce graphique-là qui représente la difficulté technique engendrée par une nouvelle technologie par rapport à la difficulté sociale de faire accepter d'un point de vue de la population cette nouvelle technologie. Et on peut voir que même si l'ensemble de la population commence à accepter des apports protéiques provenant de plantes, la whey par exemple, pour les bodybuilders, et ça demande très très peu de ressources technologiques ou de nouvelles ressources technologiques pour produire ça en très grand nombre. Et pour la viande reconstruite à partir de cellules d'animaux, c'est une très très grosse apport technologique qu'on doit injecter là-dedans, avec quand même un apport social, des dérives sociales à améliorer. On est encore loin de faire accepter la population à manger la viande d'insectes. Bon, bien sûr, cette étude est un petit peu biaisée puisqu'elle est très centrée sur les points de vue psychologiques de l'Occident. Peut-être que dans d'autres régions du monde, faire manger de la viande d'insectes, ce n'est pas aussi un grand challenge qu'en Occident. Donc, c'est pour ça que nous, on se propose plutôt que d'avoir du haché, d'avoir du steak. Et d'avoir pas seulement du steak, mais avoir un beau steak et un bon steak in vitro. Et donc, c'est pour ça qu'on cherche à reproduire ici un steak de viande de Wagyu. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est qu'un steak? Je vous l'ai dit, c'est principalement du muscle. Et le muscle, c'est un assemblage de fibres. La fibre majoritaire présente, c'est la fibre musculaire avec sa myosine qui permet de contracter le muscle. Il y a également des vaisseaux sanguins qui sont présents sous forme de fibres également. Et le tout est enrobé de gras. Le gras pour à la fois la protection thermique et l'apport en ressources énergétiques. Vous voyez en bas des coupes en histologie que
on voit très très bien les différences entre le gras, les vaisseaux sanguins et le muscle, mais également tous les tissus qu'il y a autour, c'est-à-dire les fibres de collagène. Et donc, si on veut reconstruire du muscle, c'est bien simple. On prend les 3 grandes fibres que je viens de vous citer, on les produit en laboratoire, on les assemble à la façon de Lego, et nous voilà avec un steak de Wagyu in vitro. Alors, ça paraît simple comme ça, dire en raccourci. Bon, il va falloir un peu plus de challenge. Comme par exemple, pour produire ces fibres, on utilise de la bioimpression. Donc, ce matin, vous avez eu une introduction sur ce qu'est la bioimpression assistée par laser. Et bien là, je vais vous parler de la bioimpression avec un support de bain. Cette bioimpression, c'est une tête avec une grosse seringue, donc c'est littéralement la tête d'impression, qui va se balader dans un énorme bain et pour apporter notre liquide qui contient les cellules, donc ce qu'on appelle la bioencre. Le fait de se balader dans ce bain va servir de support pour créer tout un tas de formes. Donc ici, dans cette étude, un cœur. Et dans cette image-là, le logo de l'Université d'Osaka. Tout simplement, le bain, ça va être des microbilles, qui va être de la gélatine, de l'agar-agar, ou tout ce que vous voulez, qui va permettre à la tête d'impression, au nozzle, de se déplacer et de venir déposer la bioencre avec les cellules pour reconstruire ce qu'on veut. Donc ici, ce que je vais vous présenter, c'est la façon qu'on a eu de reconstruire donc, notre steak de Wagyu, qui a été produit à partir de cellules de tissus bovins frais. Ces cellules ont été isolées et 2 principales cellules, je voudrais parler de 2 principales types cellulaires ici. Donc, les cellules satellites musculaires qui vont donner du muscle et les cellules souches adipeuses qui vont in fine donner du gras, des cellules adipeuses matures. Ces cellules-là sont donc, comme je l'ai dit, mises dans une bioencre, c'est-à-dire du matériel de support pour maintenir la culture de ces cellules, donc ici du matrigène et de la fibrine, et imprimées sous forme de fibres dans un tube de gélatine. Après plusieurs temps de culture, maturation de ces fibres, pour voir ce que vous voyez ici, des fibres musculaires, donc ce sont ces grandes cellules que vous voyez qui sont bien brillantes en microscopie optique. Et une fois qu'on a atteint ce stade de maturité des cellules dans les fibres, on les assemble pour donner notre steak. Petite particularité, nous avons des fibres musculaires. Donc, comme le muscle qui est à l'intérieur des organismes, ce muscle qui est artificiel, qui est in vitro, va avoir tendance à se contracter. Et donc, si on ne lui apporte pas un soutien, eh ben, ça va finir, après 6 jours de culture, dans une grosse boule au fond de notre culture cellulaire. Et donc, la technologie qui a été développée ici, il y a 2 ans dans le laboratoire, c'est d'utiliser du collagène pour mimer les tendons qui se trouvent dans l'organisme, les tendons qui servent à connecter les muscles aux os, et donc d'avoir notre bain de support en sandwich entre 2 grosses portions de collagène qui va mimer le tendon. Et donc notre nez, notre seringue d'impression qui va venir pousser la bioencre va passer au travers de ce sandwich de collagène avec le bain de support au milieu pour que les fibres soient maintenues entre ces 2 portions de collagène, et après le bain de support sera remplacé par du milieu de culture pour pouvoir permettre l'accroissement et la maturation des fibres. Donc voici un peu comment ça se présente. Vous avez le bain de support qui est au milieu, qui est bien rose, et le collagène en dessous et en bas qui est transparent, donc un petit peu difficile à distinguer. Il faut à peu près 20 secondes en temps réel pour imprimer une seule fibre. Et donc, à la fin de la maturation, ici, vous avez une fibre musculaire qui a été colorée, caractérisée avec les différentes protéines qu'elle sécrète. Et vous pouvez voir que le muscle strié porte bien son nom, avec toutes les petits stries en rouge et en vert que vous voyez sur l'image, qui représentent l'actine et la myosine. Donc, les cellules matures, c'est ce qu'on appelle le sarcomère. Ce sarcomère est très bien visible, puisque ce qu'on appelle des fibres musculaires orientées dans un seul sens, et que vous voyez uniquement lorsque la fibre est bien maintenue entre 2 supports de collagène, entre 2 tendons, et on ne retrouve pas ce niveau de différenciation lorsque la fibre n'est pas soutenue et forme une petite boule. Et là, pour reconstruire le Wagyu, on ajoute cette caractéristique, le bon et beau steak. Eh bien, vous prenez un morceau de Wagyu, vous faites une coupe histologique dessus, vous regardez un peu où se trouvent les proportions de gras et de viande et de muscles. Et après, un design approximatif qui va essayer de mimer cet aspect marbré du bœuf de Wagyu tant recherché, eh bien, on peut empiler le nombre de fibres adéquats. Ici, 72 fibres ont été utilisées, ont été empilées pour former ce morceau de viande.
d'un centimètre 5 sur 5 mm de haut et de large, avec les différentes compositions en muscles, en gras et en vaisseaux sanguins. Et à la fin, vous vous retrouvez avec un morceau de viande qui a l'aspect marbré du bœuf de Wagyu. Donc tout ça, c'est bien beau. Le morceau est certes joli, est un peu petit, certes, mais il a un gros désavantage à l'heure actuelle. Ce sont des recherches qui ont été menées il y a 2 ans. Et le gros désavantage, c'est qu'il n'est pas comestible en l'état. Et donc, mon gros atout ici, c'est de rendre tout ça comestible. Donc, d'avoir chaque processus qui respecte des bonnes législations pour le rendre comestible. Et ça passe par récupérer les cellules, récupérer la viande de bœuf en tant que telle. Bon, la viande de bœuf, ça se veut très, très propre. Ça ne l'est pas. Vous avez des charges bactériennes qui sont présentes. C'est pour ça que si vous laissez votre morceau de steak dans votre frigo à un moment, ça va pourrir. Et bien, il y a ces charges bactériennes qui est constamment présente. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop traîner quand on rentre du supermarché pour le mettre dans son frigo. Hein. Pas couper la chaîne du froid, éviter que les bactéries se développent. Ben, nous, comme on va extraire des cellules, c'est pas très bien qu'il y ait des bactéries déjà présentes sur notre morceau de steak. Donc, on va plutôt essayer de les enlever en utilisant un décontaminant comestible. Et même en isolant nos cellules, il faut le faire de façon tout autant comestible. Que pour isoler cellule par cellule à partir d'un gros morceau de viande, on va utiliser tout un tas d'enzymes qui ne sont pas forcément super comestibles, ces enzymes-là. Et même pendant la prolifération et la différenciation des cellules, tous ces processus-là doivent se faire de façon comestible. Il n'y a pas réellement de législation actuellement, que ce soit dans le monde ou même au Japon. Donc, on utilise un peu les législations qu'on peut trouver sur le site du ministère de la Santé pour s'approcher de ce qu'on peut avoir de plus parfait possible pour tout rendre comestible. Et le plus parfait possible, ça va déjà savoir qu'est-ce qu'on va faire des cellules en culture. Et les cellules en culture, actuellement, dans tous les laboratoires du monde, tout le monde utilise à peu près les mêmes milieux standards, avec supplémenté en sérum standard, sérum de veau fœtal commercial. Malheureusement, ce sérum de veau fœtal n'est pas comestible. Il est référencé d'ailleurs pour le fournisseur comme n'étant pas comestible. Donc, il faut trouver des alternatives. Il existe des milieux sans sérum, mais ils coûtent très très cher et ils comprennent souvent tout un tas de facteurs de croissance qui eux-mêmes ne sont pas référencés comme comestibles par les fournisseurs. L'autre solution, ça serait d'avoir une sorte de sérum qui provient à partir de protéines de plantes. C'est une bonne solution, sauf que pour les cellules humaines, pour les cellules de mammifères, c'est encore à l'état de recherche. Et donc, quitte à avoir des cellules qui proviennent de bœuf de Wagyu, pourquoi ne pas utiliser le sérum de ce même bœuf de Wagyu pour cultiver nos cellules? Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a récupéré le même bœuf de Wagyu qui nous a servi à récupérer nos cellules. Et bien, on a utilisé son sérum pour cultiver nos cellules. Donc ici, vous voyez la prolifération des cellules. Donc c'est sur différents passages. Les cellules sont cultivées sur des plaques en plastique et au bout d'un moment, il n'y a plus de place sur la plaque en plastique pour permettre aux cellules de se multiplier. C'est là qu'on décide qu'on va initier un nouveau passage. Donc changer de plaque en plastique, mettre moins de cellules pour en quantité beaucoup plus. Il y a un phénomène qui se passe avec les cellules de mammifères en culture, c'est qu'elles vont décroître en prolifération au fur et à mesure des passages. Et nous, on veut pas ça avec le sérum de bœuf Wagyu. Et c'est pour ça qu'ici, le 100%, c'est le sérum commercial. Et vous pouvez voir que le sérum de bœuf de Wagyu soutient la prolifération des cellulaires sur plusieurs passages. On a essayé d'utiliser ce même sérum de bœuf de Wagyu pour différencier les cellules. Donc, vous voyez que dans le milieu commercial, vous avez les belles fibres de cellules différenciées, mais que vous ne retrouvez pas ça du tout avec le sérum de Wagyu. Donc, la recherche s'est faite de tâtonnement. Ici, on est en plein tâtonnement. Donc, je tenais à vous montrer ce tâtonnement-là. C'est que le sérum de bœuf de Wagyu est utile pour la prolifération des cellules, mais pas très utile pour la différenciation, parce qu'on n'a pas de belles cellules satellites différenciées en myoblastes avec le bœuf de Wagyu. Alors, les cellules musculaires, c'est pas tout. Dans le bœuf de Wagyu, c'est beaucoup de gras, et le gras, c'est la vie. Et vous avez ici un protocole de différents acides gras qui permettent de différencier les cellules adipeuses, les cellules souches adipeuses en cellules adipeuses matures, donc productrices de bons gras tout erratique, bien évidemment, bon gras gustatif, on va dire. Et donc, on a, par le passé, l'équipe a comparé ce protocole-là par rapport à ce que vous pouvez retrouver comme différents acides gras à l'intérieur du bœuf, que ce soit au niveau du gras de bœuf pur ou alors au niveau de la viande de bœuf qui se trouve au niveau de la mâchoire. Et donc, vous voyez l'avant-dernière barre, là, c'est ce protocole avec ces 7 différents acides gras qui permettent de différencier les cellules adipeuses. Cependant, on reste dans l'objectif de rendre tout ça comestible. Il y a énormément de ces acides gras qui ne sont pas référencés comme comestibles.
Et donc, on va essayer d'utiliser uniquement l'acide oléique, qui, lui, est comestible. Mais comme vous voyez, cet acide oléique, s'il est utilisé seul, on ne retrouve pas tout à fait les mêmes proportions des différents acides gras qui composent le bœuf. Et même, ça génère d'autres acides gras qui n'ont pas été identifiés ici, mais qu'on voudrait enlever. Et on voudrait même augmenter les proportions d'acides gras qui donnent le bon goût au bœuf de Wagyu. Et pour ça, on a eu l'idée d'utiliser, au lieu de l'acide oléique, des huiles végétales, ici l'huile de colza, pour différencier nos cellules adipeuses. Sauf que mélanger de l'huile et de l'eau, ça ne se fait pas trop bien. Donc, on a une solution, c'est de mélanger les acides gras et l'huile avec de l'éthanol ou alors de conjuguer avec de l'albumine. Comme vous retrouvez dans votre sang, tous les acides gras qui sont présents dans votre sang sont couplés avec l'albumine du sang. Et donc, voici les résultats de différenciation des acides gras, des cellules adipeuses avec différents acides gras. Donc, l'acide oléique ou l'huile de colza. En rouge, c'est du Nile Red, donc c'est pour la présence de lipides. Donc, vous voyez qu'on a une très très bonne différenciation avec l'huile de colza en albumine. Et donc, en quantifiant le rapport entre ce rouge ici, donc les lipides présents, avec le bleu, donc les noyaux de cellules, donc lipides sur cellules totales, on se retrouve avec l'acide oléique qui fonctionne très très bien quand il est dilué en éthanol et l'huile de colza qui fonctionne très très bien quand elle est diluée dans l'albumine, avec évidemment des phénotypes, donc l'aspect des cellules qui ne sont pas du tout les mêmes. Là, encore une fois, la science est en plein tâtonnement. On n'a pas encore trouvé quelle était la meilleure condition pour cultiver nos cellules de gras et avoir quelque chose qui retransmet le goût du bœuf. Mais voilà, ce sont nos pistes de recherche actuellement pour différencier nos acides gras. Et enfin, vu qu'on fait de la bioimpression, vu qu'on fait des fibres, il faut également rendre cette composante qui est la bioimpression et la bioencre comestible. Que je vous ai dit qu'on mettait nos cellules dans un support de bain qui contenait du matrigel. Malheureusement, le matrigel n'est pas comestible. Donc, on se propose de le remplacer par du collagène de type 1, qui provient d'un de nos collaborateurs qui est déjà utilisé dans l'industrie et qui sert à faire de la saucisse. Donc, on utilise ce collagène ici pour le fracturer en microfibres et ces microfibres vont remplacer le matrigel pour pouvoir faire nos fibres. Donc, évidemment, on s'est dit, si on enlevait tout simplement le matrigel, on ne va pas s'embêter. Sauf que le problème, c'est que les fibres se détachent. Donc, on n'a plus du tout les fibres. On retrouve à la case départ qui est des grosses boules et pas des belles fibres. Au centre, vous avez notre contrôle positif. Et de l'autre côté, vous avez donc les fibres qui ont ce collagène en microfibres. Les fibres sont certes plus fines, mais les cellules ont l'air plus alignées. Donc, il y a quelque chose à faire là, encore une fois. On tâtonne encore une fois avec la science ici, mais on pense qu'on est plutôt dans la bonne direction. Alors, vous allez dire, et le futur dans tout ça. Donc, le futur de cette viande, c'est évidemment de le produire en grande quantité, puisqu'un petit morceau d'1 centimètre sur 5 mm, ce n'est pas suffisant pour nourrir l'humanité. Et donc, on a la société Shimatsu qui se propose de nous aider à la produire en quantité industrielle. Là, l'image ne s'affiche pas, c'est dommage, parce qu'il y avait une belle image de bioréacteur. D'un environnement qui permette de cultiver et d'avoir les fibres en grande quantité. On va se proposer également dans le futur de ce projet de développer les arômes de notre viande par chromatographie en phase gazeuse et en rhéologie. Et ces deux composants, pour savoir quel goût ça a, les machines vont nous dire quel goût ça a et quelle texture ça a, c'est ce qu'on appelle les caractéristiques organoleptiques du matériel. Et évidemment, on va cuire la viande. On l'a déjà fait sur des petits morceaux, de cuire cette viande. D'ailleurs, il y a la NHK, donc la télévision japonaise, qui est venue cette semaine dans notre laboratoire pour nous voir cuire des petits morceaux de viande. C'était assez rigolo comme expérience. Et je peux vous confirmer, une fois cuite, la viande, ça sent la viande. Notre viande artificielle sent la vraie viande. Et donc, voilà pour les futurs de notre projet. Futurs qui seront montrés à l'exposition universelle 2025. Parce que nous avons un stand à cette exposition ici, et j'espère vous voir nombreux, évidemment, pour voir si je tiens mes promesses, et puis, qui sait, peut-être que vous allez venir goûter de la viande artificielle. Donc, je vous remercie de votre attention, et si vous avez des questions, je les prends.